Bienvenue dans les Jeudis des professions de santé. Cela fait 1 an que des dizaines de milliers de professionnels de santé rejoignent les médecins fidèles à nos émissions. Bienvenue dans cet espace unique de débat télévisé. Le cancer reste dans notre pays la première maladie et la première cause de mortalité, mais aussi un des domaines où la recherche est la plus vive et la plus efficace. Conséquence, des centaines de milliers de patients ont recours à vos soins, vos services de façon quotidienne. L'ampleur d'un tel combat nécessite des généraux. Alors l'histoire de notre pays est là pour nous rappeler leur victoire, mais aussi leur faiblesse. La Ligue nationale contre le cancer est depuis 1918 un symbole à la pointe de ce combat. Elle vient de se doter d'un maréchal avec de la médecine, avec la nomination à sa tête du professeur Axel Kahn, le célèbre médecin généticien, qui a quitté une retraite intellectuellement déjà vivifiante pour revenir aux affaires concrètes dans la vie quotidienne de ces milliers de patients que la Ligue défend, inlassablement. Bonjour Axel. Bonjour Jean-François. Alors vous savez l'estime que je vous porte et je suppose réciproque, Jean-François. Réciproque. Merci, et que ce discours guerrier ne doit pas complètement vous aller, mais de temps en temps vous prenez la bataille de la Marne comme exemple, donc je suppose que c'est un maréchal. C'est vrai, mais comme un observateur pacifiste. Mais vous êtes quand même arrivé, vous êtes aux affaires, c'est-à-dire c'est pas une nomination. Une nouvelle ligne sur une carte de visite. C'est une présidence totalement exécutive, oui, et comme l'on dit. Alors Nicolas Leblanc, vous allez présenter cette émission avec moi, vous représentez notre partenaire, le groupe Mutualiste Vive. La lutte contre le cancer est une des précautions importantes pour les mutuelles. Bah oui, d'autant plus pour le groupe Vive qui couvre 10 millions de personnes, qui a plus de 1000 établissements de soins et de services et qui est confronté chaque jour dans ses relations à ses adhérents, à ses patients, aux problématiques des cancers, maladies chroniques, difficiles à vivre pour toutes ces personnes. Oui. Et vous avez accueilli avec beaucoup de plaisir et de joie la venue d'Axel Kahn. Oui, d'autant plus c'est avec votre nouvelle casquette de président de la Ligue. Donc du côté des patients, on vous connaissait en tant que médecin, on vous connaissait en tant que philosophe, notamment sur les questions de bioéthique. Et maintenant, c'est aux côtés des patients que vous intervenez, donc ravi de vous avoir dans cette émission. Alors Axel, il faut insister sur le fait que ces professions de santé, toutes ces professions sont essentielles. Je compte sur vous pour renforcer cette image, autant que les médecins qui sont souvent les seuls à s'attirer les lauriers. En fait, le cancer est une maladie tout à fait particulière parce qu'elle est très profondément en prise avec la société. Et donc, pour arriver à accompagner les personnes qui sont atteintes de cancer, il faut qu'il y ait des interventions, des savoir-faire qui sont tout à fait représentatifs de différents secteurs de l'être et de la société. Évidemment, il y a tout ce qui concerne la recherche, la pharmacie, les firmes, la radiologie, les manipulateurs, le monde hospitalier. Mais une fois que le malade est sorti de l'hôpital, il a besoin de personnes, pour les femmes qui ont un cancer du sein, qui les aident à essayer une perruque, qui, par la socio-esthétique, leur redonnent confiance en elles-mêmes, amènent un sourire sur leur visage lorsqu'on leur présente une glace. Ça, c'est absolument fondamental. Lorsqu'elles sont déprimées, il faut des psychologues, des fois des sophrologues. Il faut des personnes qui permettent à leur corps de retrouver la meilleure maîtrise de lui-même et donc une meilleure efficacité dans le combat que mènent ces personnes contre le cancer. C'est l'activité physique adaptée. Et il y a également l'art-thérapie qui est tout à fait importante parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans ce tunnel extrêmement noir du parcours du cancer, la lumière de la création artistique, la confiance en soi à travers ce que l'on a pu réaliser. Là encore, vous savez, un moment de sérénité chez la personne qui est engagée dans le parcours de soins, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et ça fait vraiment partie de tout ce que doivent apporter à côté des médecins, des bénévoles, tous les professionnels de la santé. Vous avez oublié l'infirmière, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement important. Elle était dans le monde hospitalier. D'accord. Et elle est évidemment dans les soins qui continuent en dehors de la ville, en dehors de l'hôpital, à la ville. Et en dehors de l'hôpital, vous avez envoyé quelqu'un qui voit, peut-être c'est un de ceux qui voit le plus les patients cancéreux, qui s'appelle le pharmacien. Alors c'est pour ça que pour illustrer cette approche multidisciplinaire, on avait oui, alors bon, excusez-moi, alors j'étais concentré sur les questions. C'est eux qui font normalement, c'est eux qui vendent des médicaments, mais c'est également eux qui mettent à disposition des médicaments et qui fabriquent les médicaments. Et donc, comme on soigne des cancers, pas simplement par l'imposition des mains, mais aussi par des médicaments, c'est grâce à des femmes remarquables comme elle. Alors, c'est le docteur Céline Guerrier
Guérin, qui est pharmacien référent de la MGEN. Le pharmacien, je parle de celui d'officine, est toujours au carrefour de l'information. Donc, Axel a déjà fait la moitié du boulot. Il a déjà presque tout dit. Non, mais merci en tout cas de reconnaître effectivement cette facette dans le traitement des patients atteints de cancer, puisque effectivement, c'est aujourd'hui 4 millions par jour de patients qui rentrent dans les pharmacies à l'officine. Donc ce chiffre, il n'est pas anodin. Et puis c'est aussi un professionnel qu'il a vu avant sa maladie. Donc c'est un professionnel de santé avec lequel il a l'habitude d'échanger. Et comme vous disiez tout à l'heure, ce qui va être important aussi à sa sortie de l'hôpital, c'est de lui rappeler sa vie d'avant. Et cette vie d'avant, finalement, c'est de retrouver son pharmacien d'officine avec qui il a échangé, avec qui il a partagé des moments de vie, la naissance d'un enfant, l'entrée en dépendance d'un mais ils le font, senior. Vous avez notion que ça fait partie du quotidien? Bien sûr, ils le font, et il le faut d'autant plus que maintenant, de nouvelles missions lui sont affectées depuis un certain temps. Donc depuis 2013, en fait, il y a des entretiens pharmaceutiques, des bilans de médication depuis maintenant 2018, et on attend pour janvier 2019 les entretiens pharmaceutiques ciblés sur les patients atteints de cancer et traités par chimiothérapie orale. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, oui, le cancer fait penser à l'hôpital, bien sûr, mais le cancer maintenant se traite aussi en ville. Et donc il y a même plus 10%, depuis 2 ans, il y a plus 10% de prescriptions hospitalières exécutées en ville, dont plus de la moitié concernent les maladies chroniques, dont le cancer. Donc vraiment, la part de chimiothérapie orale augmente. Donc tous ces patients qui étaient avant vraiment auto-centrés sur l'hôpital, avec un parcours très hospitalier et qui sortaient avec, dans le meilleur des cas, vous êtes guéri, aujourd'hui sont traités en ville pour bonne partie. Alors dites-moi, j'avais peur qu'avec Axel Kahn, il n'y ait que Axel Kahn qui parle, mais je vois que vous êtes bien capable de défendre et que Axel Kahn a un commentaire. Un commentaire louangeur, uniquement. Mais je voudrais rajouter encore une fonction qui est très importante, que le docteur Guérin n'a pas citée, par humilité certainement. Quand on est très sûr de son savoir, de sa prestance, on sait rester humble, c'est son cas. Par conséquent, il s'agit de tout le secteur de l'information, de l'éducation à la santé et de la prévention. Le pharmacien, avant d'aller voir le médecin, c'est souvent celui à qui on demande conseil. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? J'ai un peu de problème, j'ai un peu de sang dans les urines, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien j'ai trouvé du sang dans les selles, qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas, je dors mal et puis je maigris, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, ensuite, elle veut s'informer, cette personne, elle est inquiète, et le pharmacien va lui donner des informations. La Ligue, pour ce qui la concerne, essaye de développer énormément un partenariat avec des officines. Comment ? De telle sorte que celle-ci ait à disposition les multiples brochures sur la prévention des différentes maladies cancéreuses et le traitement des différents cancers à leur disposition. De telle sorte que, allant à la pharmacie, on va chercher ses médicaments, mais on s'informe également sur la maladie. Et quand on n'est pas encore malade, on essaye d'augmenter ses chances de l'éviter. Et cela, on peut le faire mieux grâce à elle. Mais c'est la difficulté aussi dans cette maladie, c'est que souvent, avant le diagnostic, ou même quand le diagnostic est posé, le patient, finalement, est parfois bien portant. Et c'est après le diagnostic, c'est les traitements qui vont finalement lui donner un certain nombre de symptômes, pendant lesquels il va falloir l'accompagner, l'orienter sur des soins de support, etc. Et dans le meilleur des cas, vous êtes guéri, c'est là où il va quasiment le plus mal aussi. Donc il va falloir aussi accompagner cette phase de transition de l'après-cancer. Donc on parle bien sûr du patient, mais on parle aussi des aidants. Quoi de plus difficile que d'avoir dans son entourage un patient atteint de cancer et comment prendre en charge aussi? En effet, l'annonce du cancer est terrible. C'est la partie du parcours de soins. On vient de le vérifier parce que la Ligue est responsable de l'Observatoire sociétal des cancers qui a fêté ses 10 ans il y a peu de temps et on avait fait une enquête sur ce point. Il n'y a que 33% des patients, mais comment pourrait-il en aller autrement, qui considèrent que l'annonce du cancer s'était bien passée. Difficile de faire en sorte que ce ne soit pas un traumatisme. Mais même l'annonce de la guérison est compliquée pour pas mal de raisons. D'abord, on était dans une phase où on était même extrêmement tenu en main, extrêmement aidé. Il y avait la possibilité, ces soins support, tous ces réseaux, et d'un seul coup, soi-même, on n'est pas sûr que l'on est guéri, on n'est pas bien guéri dans sa tête, on n'est pas sûr que les employeurs nous considéreront comme guéris. Il semble que l'on revoit le cancer encore dans les yeux des autres, et ne voilà-t-il pas que le médecin
les soignants nous disent qu'on est guéri, c'est-à-dire qu'on va être lancé seul et nu dans ce monde pour lequel on n'est pas encore adapté. Et donc là, il y a une phase, une transition qui est elle aussi très délicate. Et elle est tellement délicate que j'appelle de mes voeux la coopération de tous les personnels de santé et évidemment, les pharmaciens d'officine occupent toute leur place en ce domaine. Alors Céline Guérin, vous êtes pharmacienne hospitalière et vous connaissez aussi l'officine de par votre parcours, mais aussi vous êtes au carrefour de l'intervention de ces fameux professionnels de santé. Qu'est-ce que vous en retirez dans votre expérience de pharmacienne de cette complexité des interventions multiples des professionnels de santé pour ce type de malade? Pour moi, il y a deux choses. Aujourd'hui, c'est la complémentarité, mais surtout aussi apprendre de l'autre. On parle beaucoup du lien ville-hôpital. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans les hôpitaux, publics et privés, et aujourd'hui, je suis plus au carrefour des métiers. Et ce que je vois, c'est que finalement, au niveau des pharmaciens, les hospitaliers, les officinaux, aujourd'hui, ne sont pas assez en lien. Or, si on arrivait à mieux développer ce lien-là, ça pourrait permettre au patient, quand il sort de l'hôpital, d'avoir directement son pharmacien d'officine, qui a la connaissance entière de son traitement, qui sait exactement comment l'orienter, comment le prendre en charge et comment le traiter. Ça, aujourd'hui, les problèmes d'interopérabilité ne nous aident pas, mais il y a aussi ces problèmes de communication. Et nous, au sein de la MGEN et Groupe Vive, on a à cœur de vraiment renforcer ces liens ville-hôpital, donc par le biais de séminaires ville-hôpital et de choses comme ça. Et ce qui n'est pas toujours facile, parce que même entre pharmaciens, mais pourquoi on ferait un truc en commun, c'est compliqué, etc. Donc oui, on le fait. L'idée, c'est d'avancer. La collaboration, elle est essentielle entre pharmaciens, entre hospitaliers et professionnels de la ville, mais aussi entre professionnels de différents horizons. Quand on fait, par exemple, des formations, c'est toujours chez nous du plurimétier. Donc il faut absolument que la parole d'une aide-soignante, d'une infirmière, d'un médecin, d'un kiné, tous ces professionnels-là apprennent à se connaître. Ça, pour nous, c'est essentiel. Alors vous avez parlé effectivement du patient qui sort de l'hôpital, ce qui est, j'espère, la plupart du temps, ce qui doit être normal. Vous savez qu'on commence toujours nos émissions avec un reportage. Le patient enfin au centre du système de soins. Une réalité que nous allons pouvoir apprécier avec ce reportage à l'Institut Raphaël. Vous allez voir des images étonnantes. Un reportage de Diane Ciaccarella. Après, je vais te masser avec les huiles. Et là, ça va être le moment de détente, vraiment, tu vas voir. Marie est aux petits soins. Massage, gommage, masque, le tout dans une ambiance étudiée pour laisser les idées noires en dehors de sa cabine. Même avec le cancer, je me sentis vraiment soulagée. J'ai aucune peur ou mal. Parfois, j'ai oublié la maladie. Et bien, c'est exactement pour ça que je travaille. C'est pour ces échanges-là, c'est pour ces témoignages-là. Ces doigts de fée soulagent les blessures du corps, usées par la maladie et les traitements lourds. Mais les pouvoirs de cette onco-esthéticienne dépassent la seule enveloppe corporelle. Elle soigne aussi les maux de l'esprit. Je pense que l'onco-esthétique est une discipline très importante dans la prise en charge globale parce que c'est une nécessité pour les femmes ou pour les hommes de se retrouver, de retrouver confiance en soi, de retrouver son image, le contact aussi, le toucher pendant les massages. Et ce n'est pas des futilités comme on peut l'imaginer en esthétique quand on va faire un rendez-vous parce qu'on a juste envie de se chouchouter un peu. Là, c'est pas un peu, c'est vraiment beaucoup. C'est retrouver la sensation au sens propre, c'est retrouver une hydratation de peau, un joli teint, essayer de pallier au teint terne, aux effets secondaires. Ce centre unique en Europe propose une prise en charge globale du patient à travers des consultations médicales classiques, mais aussi de l'art-thérapie, de la sophrologie, de la nutrition ou du yoga. On s'occupe beaucoup de la maladie et pas assez souvent du patient. Le patient a des besoins qui dépassent complètement le cadre de la maladie. Sa santé sociale, sa santé sexuelle, sa santé émotionnelle, sa santé psychologique. Les parcours de soins aujourd'hui sont très performants. Mais il nous manque tout cet accompagnement. Donc on a intégré tous les acteurs paramédicaux qui vont donner du temps, et le temps c'est de la qualité. Et on les a intégrés dans un parcours médical complet. Et on n'a pas du tout scindé les médecins et la technique, et le patient et les paramédicaux.
Et donc cette médecine intégrative, cette oncologie intégrative, c'est la seule façon qu'on pense être performante pour arriver à prendre en charge tous les patients fragilisés par le cancer. Pour s'y retrouver parmi toutes les disciplines proposées, il faut un guide. C'est Mathilde, la coordinatrice de parcours de soins. Avec elle, aucun tabou. Les patients parlent de leur maladie, de leur sexualité, de leurs angoisses. Ensemble, ils identifient des besoins et décident quelles activités ou suivis pourront les aider. Ça va être plus efficace en fait d'avoir un suivi ici personnalisé et complet plutôt qu'à l'extérieur de voir plusieurs intervenants parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que tous les intervenants ici sont en lien. Donc en fait, ils peuvent échanger autour des suivis, s'adapter, réorienter les patients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, ayant une vue globale, on va permettre une cohérence du parcours de soins. Donc, en fait, on va essayer de répondre à des symptômes ou à des besoins, des objectifs par des disciplines. On ne va pas multiplier les suivis sur un même objectif, mais on va permettre une vue globale et une cohérence du suivi, quoi. Bonjour Sylvaine. Hello. Comment allez-vous? Et vous, ça va? Bien. Sylvaine se fait soigner ici depuis plusieurs mois. En dehors de ses rendez-vous médicaux, elle s'est essayée à plusieurs activités. Ateliers de nutrition, musicothérapie, naturothérapie et des séances parfois surprenantes. J'ai participé à l'atelier cuisine où pour moi, j'avais rien à faire là, mais qui était intéressant pour les autres et finalement ça m'a fait très plaisir et ça m'a donné un peu de légèreté et donc du coup du bien-être. Et je pense que l'objectif c'est ça. C'est pas dire on va trop souvent chez le médecin, non, on va dans un institut, on se fait du bien. Des séances qui apaisent, mais qui sont aussi une mine d'informations pour les autres praticiens. Normalement, en fait, vous devez aussi avoir le compte-rendu du chirurgien. Alors, oui, effectivement, j'ai son compte-rendu, le mien aussi. C'est son rituel. Avant de démarrer sa consultation, Philippe regarde les comptes rendus récents des autres praticiens de sa patiente. Toutes les spécialités du centre partagent virtuellement leurs informations. Et ce n'est pas le seul avantage de cet établissement. Quand je travaille à mon cabinet ou à domicile, je suis seul. Je suis seul et pour avoir la moindre information, je dois prendre du temps pour appeler, tomber sur une secrétaire ou autre. Ici, je peux descendre un étage et je peux discuter avec le prof de sport. Je peux discuter avec l'ostéopathe. Je peux envoyer un message via notre logiciel de soins à un médecin et donc avoir une réponse rapide. La rapidité en oncologie, la rapidité d'exécution, elle est primordiale, ne serait-ce que pour rassurer et pour réagir. Depuis son ouverture il y a moins d'un an, l'Institut Raphaël a accueilli 1 millier de patients. L'objectif, à terme, est d'en recevoir 3000 chaque année. Alors, ce sont des images impressionnantes. Est-ce que ce n'est pas un peu marginal et marketing, cette approche? Nous, on fait ça dans chacun de nos comités départementaux de la Ligue. Ah oui. À peu près tous ces soins supports, plus même, on a 103 comités départementaux, et en tout cas l'essentiel, en tout cas partout il y a de l'activité physique adaptée, partout il y a de la socio-esthétique, souvent il y a de la nutrition, très souvent soit de la sophrologie, soit de la psychologie autre, il y a également des ateliers de nutrition, il y a également, c'est extrêmement important, des aides de retour à l'emploi. Vous savez, ce que fait la Ligue partout sur le territoire, c'est exceptionnel. Hein. Et malheureusement, on ne peut pas. Il y a 300 000 personnes ou 400 000 personnes en parcours de soins. Combien vous en touchez, par exemple? 40 000. 40 000 sur les 300 000, ce qui est quand même. Voilà, on en touche 40 000 parce que. On consacre sur notre budget 10 millions à cela, mais c'est totalement gratuit, ça n'est pas pris en charge, ça n'est pas remboursé, c'est totalement gratuit. Et pourquoi ce n'est pas dans le droit commun justement? Parce que les évaluations ne prouvent pas suffisamment que ça a un intérêt, parce que l'allocation budgétaire va plus vers les thérapeutiques. Alors ça dépend si vous voulez, je vais vous donner un exemple. L'activité physique adaptée est considérée comme un soin de support et va être prise en compte par un nouveau dispositif qui vient d'être voté dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2020. C'est pas précis encore, hein, ça va être voté, mais... Voilà, qui est encore en discussion. Il est en deuxième lecture à l'Assemblée nationale en ce moment. Mais pour ce qui est de la socio-esthétique, par exemple, j'ai insisté dessus et j'ai fait le discours d'introduction du congrès des socio-esthéticiennes
et on parlait d'onco-esthétique, c'est la même chose, la socio-esthétique. Pour moi, je vous ai dit, c'est totalement fondamental. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que guérir, notamment une femme qui a eu un cancer du sein, si on ne lui offre pas des cheveux qui lui permettent de se regarder et puis d'aimer être à l'extérieur. Je vais vous citer 2 proverbes que vous connaissez bien, qui sont contradictoires et tous les 2 sont vrais. Il y a un proverbe allemand qui dit « l'habit fait le moine » et il y a un proverbe français qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». En réalité, les 2 sont vrais et je vais le prendre pour ce qui est des soins de socio-esthétique. Pour l'extérieur, l'habit fait le moine, c'est-à-dire que, en effet, la manière dont cette femme sera parée, son apparence, va être essentielle pour sa réintégration dans la société. Mais elle-même, la vision qu'elle aura d'elle-même, ce seront les yeux des autres qui vont la lui donner. Et donc, ce qu'elle est sera la manière dont elle apparaît. Et la séparation et la considération que ces soins esthétiques sont des soins de confort n'est pas correcte. Pour moi, ce sont des soins aussi essentiels que les autres soins de support. Pour moi, une personne guérie est une personne dans l'apparence de laquelle on a réussi à réintroduire l'image de la santé, voyez-vous. Et il y en a 260 000 qui restent au bord de la route, si on fait bien les comptes avec ce qu'on a dit. Alors heureusement, il y en a d'autres, les instituts Raphaël, il y a évidemment d'autres. Mais il y a beaucoup de mutuelles qui aident. Il y a un immense besoin en ce domaine-là. C'est l'un des domaines sur lesquels nous sommes prêts à nous investir. On a un petit souci, je ne vais pas parler boutique, mais peu importe. La ministre a décidé de débloquer 10 millions d'euros pour rembourser les soins de support sur ordonnance. Ça va très bien. Mais nous, comme on les délivre gratuitement, de quelle manière on va bénéficier de cette aide? Or, on aurait besoin d'en bénéficier, non pas, on est totalement bénévole, non pas pour avoir quelques gratifications que ce soit, mais tout simplement pour pouvoir accueillir plus de personnes. Voilà, pour pouvoir accueillir plus de personnes. Pourquoi vous ne faites pas prescrire? Demandez au médecin de prescrire. Voilà. Et donc, nous sommes dans ce combat-là, mais accompagner, vous savez ce que ça veut dire accompagner, hein? Accompagner, ça veut dire manger le pain avec. Et nous, ce que l'on essaye de faire, c'est que toutes ces personnes qui ont investi, comme un institut Raphaël, hein, on n'est pas en train de faire une querelle de boutique, eh bien, la personne qui est cette personne malade, atteinte de cancer, on la considère comme la compagne, le compagnon avec qui on veut partager le pain. Alors, on va essayer de terminer l'émission. C'est pas facile toujours de revenir sur un plan prédéfini, parce que c'est vrai que notre conversation a toujours beaucoup d'intérêt. Tous les 2, je voudrais qu'on essaye de discuter sur les freins qui peuvent entraver l'intervention de tous ces professionnels de santé. Alors, le premier, c'est le temps. Le temps, évidemment, si on parle des pharmaciens qui ont un temps dédié au comptoir, on va dire, entre guillemets, où c'est aujourd'hui... Tous les autres, tout le monde, l'infirmière, tout le monde a un temps dédié. Tous les jours. Et le pharmacien libéral, aujourd'hui, son modèle économique, c'est la vente de médicaments. Ce modèle est en train de changer, puisqu'on voit que des rémunérations vont être sur d'autres types d'activités, mais aujourd'hui, son temps, il est encore à la vente de médicaments. Les pharmacies, aujourd'hui, ne sont pas encore toutes organisées de façon à pouvoir recevoir de façon confidentielle un patient voilà, vous le savez, quand vous rentrez dans une pharmacie, surtout en région parisienne. Dans d'autres régions, c'est un petit peu différent, mais d'avoir cette zone de confidentialité, de confiance et de partage, c'est encore parfois délicat. Le problème du temps pour les professions de santé, il est ingérable. Bon, il est ingérable à l'heure actuelle parce qu'il y a un manque tout à fait considérable. Dans une autre émission, la semaine dernière, nous parlions de cet effondrement de la médecine de ville avec l'incurie totale de la non-perception de ce que donnerait l'application rigide du numerus clausus depuis des décennies et des décennies. Aujourd'hui, les désirs légitimes de vie des femmes et des hommes qui sont médecins, plus les déserts médicaux, plus de toute façon le manque absolument tragique de médecins fait qu'en effet, il n'y a plus du tout de temps disponible. Et donc, il faut éviter que, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, qu'on remplace ce qui se joue. Voilà, c'est ma malade. Elle a des yeux brillants, et moi j'ai des yeux brillants. Je lui souris. Je viens de lui apprendre malheureusement qu'elle avait un cancer du sein. Elle est crispée. Et là, je vais prendre du temps. 2 doigts sur la joue, simplement un effleurement sur la main. Et peut-être vais-je voir que
sourire va revenir, ces traits vont s'apaiser. Mais ça, c'est un élément essentiel du soin. Et il faut naturellement le temps. Autrement, il n'y a pas de soin réellement sans cela. Ça, c'est en effet ingérable à court terme. Et il faut que l'on arrive à mobiliser d'autres intervenants que les médecins, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle formés pour ça. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de concurrence entre les professionnels de santé. La concurrence entre les de partenaires. concurrence de temps. Ah oui. De concurrence de temps. Il faut que chacun y mette de son temps. Et en plus, c'est une question humaine d'affinité. On va avoir des professionnels de santé avec qui on aura plus de facilité à se livrer, et à échanger ou à accepter. Mais Céline, quand on regarde le combat homérique entre les pharmaciens et les médecins pour la vaccination, on voit bien quand même que... Et les infirmières aussi. Voilà, on voit bien quand même que c'est pas aussi facile que le vœu de coopération est souhaitable, mais que sur le terrain, c'est pas aussi facile. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être le prendre en amont. Êtes-vous formés, vous, pharmaciens, pour accueillir les malades, être dans le relationnel sur des pathologies qui deviennent de plus en plus complexes, avec la première question du patient qui peut être, mais qu'est-ce que va me faire cet effet indésirable du traitement ? Ne l'agressez pas, sinon elle va être défendue par le professeur Kahn. Pas de problème, on se connaît bien. Et cette question est très intéressante puisque justement, effectivement, la formation des professionnels est essentielle. Les facultés aujourd'hui, je prends pour exemple la faculté de Aix-Marseille par exemple, ils font que les nouveaux pharmaciens qui arrivent vont finalement former leurs pairs stagiaires, chez qui ils sont en stage. Ça veut dire pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien dans les facs que de plus en plus le pharmacien va devoir faire de l'entretien personnalisé. C'est quelque chose qui a lieu à l'hôpital depuis un petit moment avec la pharmacie clinique. D'ailleurs, souvent les patients ne savent pas qu'il y a des pharmaciens dans les hôpitaux. Néanmoins, on va les voir à l'hôpital, on va leur expliquer leur traitement pour pouvoir avoir une observance du traitement à la sortie de l'hôpital. Parce que la question de l'observance, pour moi, est essentielle, notamment avec les chimiothérapies orales, parce que ce sont des médicaments qu'il faut prendre évidemment de façon tout à fait particulière. Donc oui, ces formations, aujourd'hui, ont lieu dans les facultés, n'ont pas encore concerné tous les professionnels, puisque la population a la même démographie que la population médicale, mais les nouveaux arrivants commencent à former leurs pairs, et ça, c'est très important. Oui, Axel. Un point, parce que je crois que la reconsidération du rôle des officines va être un des éléments de la reconsidération de l'offre de soins sur le territoire. Autrement, on n'y arrivera pas. Je l'ai dit, des médecins, même si on en apporte, ça pose des problèmes, ils ne restent pas. Et puis autrement, il faut 7 ans, 8 ans, 10 ans avant qu'il y ait les effets. Et donc, il faut essayer de redistribuer toutes ces bonnes volontés. Et les officines sont tout à fait importantes. Mais il y a un point en dehors du nombre, un point évidemment absolument fondamental. Vous voyez, les officines, il y a 3-4 personnes à des guichets. Il y a quelqu'un qui arrive pour demander une poche de stomie. Tout le monde entend. Il y a un monsieur qui arrive pour demander son Viagra. Tout le monde entend un petit sourire en coin. Il y a une dame qui vient pour demander son diaphragme. Ah bon, on la regarde, etc. etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, le rôle que peut être le rôle des officines est totalement impossible compte tenu de la manière dont c'est considéré. Peut-être il faut vraiment voir cela. Peut-être qu'avec la télémédecine, il va y avoir des endroits dédiés dans les pharmacies où on en parle. On n'a pas parlé d'argent. Tout le temps, c'est de l'argent. C'est vulgaire. Oui, mais sauf que... Je rappelle que je suis bénévole. Oui, mais vous êtes bénévole. Ouais, mais non, c'est pas fair play ce que vous venez de dire. C'est pas fair play par rapport à tous ceux qui ne sont pas bénévoles, qui vous regardent et qui disent il est gentil, lui, mais moi... Oui, vous avez raison. Voilà. Vous tous qui me regardez, je vous demande pardon. Non, c'est vrai qu'il faut revoir les salaires de tous ces gens-là. Est-ce que la Ligue participe, engage des gens ? Est-ce que vous avez des salariés, infirmières Oui, évidemment. Ouais. Quand on prend des psychologues, des masseurs, des socio-techniciens, on les paye. La Ligue, oui. Quand on dit qu'on dépense pour 10 millions d'euros en soins support, c'est avant tout en salaire des professionnels. Vous avez combien de salariés indirects comme ça dans un grand nombre ? Je suppose. Des salariés directs de la Ligue, on en a 510, mais des intervenants, on doit en avoir 1 ou 2 milliers. Ah, d'accord. Le dogmatisme de certains médecins, on n'en parle pas, parce que là, c'est toutes les choses qui sont difficiles à changer. Il n'y a pas que des médecins. Hein. Oui, mais enfin, là, en l'occurrence, c'est interpersonnel. Dans le monde actuel... Non, mais on parle dans le domaine du cancer. Il n'y a que nous qui sommes capables de s'écouter, de se répondre. Dans le domaine du cancer, est-ce que l'image de l'oncologue omnipotent est en train un petit peu de changer ? C'est en train de se modifier, ça. C'est vraiment... Enfin, il ne faut pas exagérer, vous savez, on fait de la médecine, on fait des soins avec des femmes et des hommes.
Et donc, il y a le caractère des femmes et des hommes. Oui, mais le standard que l'on apprend à l'université, etc., ça n'est plus celui du mandarin inflexible qui dit ce qui est la vérité, ce qu'est la voie, ce qui doit être fait, sans accepter la moindre interpellation, la moindre contradiction. Vous n'avez jamais été mandarin, vous, dans votre enseignement certains ont considéré que je l'étais. Mais c'est jamais les mandarins qui voient mandarin, vous savez. Moi, j'ai eu effectivement, lors de mon internat, effectivement, des relations, peut-être mandarin, mais pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vraiment une question de personne. Moi, j'ai jamais ressenti ça au cours des 20 ans que j'ai passé à l'hôpital. J'ai toujours réussi à communiquer avec l'oncologue, le cardiologue, le radiologue et toutes les professions, y compris les infirmières. Tant mieux pour vous. Les témoignages ne vont pas forcément tout le temps dans ce sens-là. Je suis d'accord, mais c'est aussi, il faut se donner les moyens d'y arriver. Je vais avoir des mails après cette émission. Il faut avoir les moyens d'y arriver. Il y a un biais. Comment voulez-vous être incapable de communiquer avec elle? Alors, imaginons que ça ne soit pas Céline Guérin qui On change de sujet. On change de sujet, s'il vous plaît, Nicolas Leblanc. Le sujet suivant sur... Mais justement, j'allais venir. Imaginons que ce ne soit pas Céline Guérin qui soit là, mais quelqu'un qui aurait la mission de coordonner un peu tous ces soins. Est-ce qu'aujourd'hui, ces ensembliers sont-ils suffisants dans le territoire? Est-ce qu'on ne manque pas là de types de professionnels de santé, de fonctions bien identifiées dans le système qui permettent de coordonner tout ça? Axel. Moi, ça m'a intéressé que ce rôle au Centre Gabriel d'un coordinateur des soins supports. Ça m'a intéressé. Nous avons certains comités de la Ligue où cela se passe comme ça et d'autres où cela ne se passe pas comme ça. Pour avoir fait le reportage, c'est même essentiel dans le système. Et je dois dire que c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, il faut faire très attention sur certains points. Il n'y a aucune accusation dans ce que je vais dire, aucune. Mais il faut bien voir que les personnes malades de cancer qui sont en soins support, qui sont encore dans l'incertitude de la guérison, sont d'une extraordinaire fragilité réelle et aussi psychologique. Et donc, les risques que tel ou tel abuse de cette fragilité psychologique ne sont pas nuls. Et donc, il faut être extraordinairement attentif. Et l'information des patients, considérez-vous qu'elle est suffisante, que les professionnels jouent le jeu suffisamment? Ont-ils les moyens de jouer le jeu à toutes les étapes du parcours? Ou vous rencontrez parfois des patients, ou souvent des patients qui sont un peu perdus Et le rôle de la Ligue là-dedans? Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a des patients qui ne reçoivent pas l'information nécessaire. Alors, eux, ils sont perdus, et honnêtement, c'est perfectible. Des fois, ça vient de l'éloignement géographique. Il y a, que voulez-vous que je vous dise, quand vous habitez dans une ville, dans un village, et qu'à côté, la plus grande ville est une ville de 3600 ou de 5000 habitants, bien évidemment, il n'y a rien. Et quand il faut aller à 50-70 km pour trouver une cité de quelques dizaines de milliers d'habitants, où il peut y avoir un centre qui offre des soins supports, éventuellement de la Ligue, on y va moins souvent. Et les renseignements sont moins importants. Là, Internet est très important. Mais s'il y a Internet, il faut absolument, l'idéal, ça serait que ce soit un Internet par l'intermédiaire, on parlait des infirmières. C'est-à-dire que Internet doit être un moyen de démultiplier l'efficacité de la chaleur et de la relation humaine. Ça ne doit pas remplacer. C'est vrai, mais vous parlez de l'exemple du petit village qui n'a pas forcément des infirmières. Internet, c'est quand même un formidable outil pour pouvoir faire... Les gens s'en servent pour apprendre plein de choses. Pourquoi pas la santé? Mais c'est déjà fait, c'est la télémédecine. Mais c'est mieux si à côté de la télémédecine, il y a aussi, quand l'infirmière vient, parce qu'elle vient, elle est l'intermédiaire et elle apporte la touche humaine qui fait un peu défaut quand même au contact par Internet. Il y a aussi besoin que la Ligue fasse le ménage sur l'information disponible sur Internet en allumant des contre-feux à tout ce qu'on peut lire. Nous, on essaye de faire. Mais... Si vous lisez, par exemple, tous nos sites, vous verrez, moi je fais même ce que j'appelle de la tweet éducation, du tweet enseignement, et j'ai expliqué en 30 tweets toutes les bases moléculaires de l'oncologie. Vous nous donnerez votre audience, parce que ça c'est important aussi. Et puis pardon, mais là encore, il y a le rôle du pharmacien. Souvent, le patient sort de chez son médecin, il a l'impression d'avoir tout bien compris, et puis 30 secondes après, en fait, il a tout oublié. Il a tout oublié, il ne sait plus le matin, le midi, le schéma de posologie, les doses, c'est très compliqué pour lui. Donc, on va terminer en disant que la vitesse de la recherche est incroyable, donc c'est pareil, ça, comment informer tous ces gens-là, c'est un vrai problème.
problème. Et même les médecins. Oui, même les médecins. C'est pour ça que, heureusement qu'il y a des gens qui, comme nous, le faisons assez Et sur l'annonce, quotidien. comment ça va se passer quand on sait qu'il y a des automates qui, avec une goutte de sang, détectent 13 types de Oui, cancers? alors ça, on est encore, on y arrive de tout droit. Mais juste un dernier mot pour finir, l'image de cancer, maladie différente. C'est-à-dire que on peut avoir de l'asthme et retrouver du boulot sans problème. On peut même faire une épilepsie et reconduire un poids lourd alors que c'est interdit. Or, dès qu'on a le diagnostic de cancer, on a l'impression qu'on rentre dans un ghetto où on ne peut pas sortir. Votre rôle là est fondamental. Il est très important. D'abord, la Ligue a porté ce qui a abouti à une loi sur le droit à l'oubli. C'est-à-dire une obligation pour les institutions bancaires, les assurances, de ne pas limiter les prêts, par exemple pour l'achat d'un bien immobilier, au-delà de 5 ans de la maladie. La difficulté, c'est que c'est une loi, ça n'est pas encore réellement respectée. Nous, à la Ligue, on a besoin d'avoir un service téléphonique qui, en permanence, aide les personnes qui demandent une aide à l'assurance, qui demandent un prêt à une banque et qui se voient opposer un refus. La difficulté, c'est que, on va rentrer un peu dans la science, à côté des cancers qui sont sporadiques, qui n'ont pas de base héréditaire, il y a assez souvent, peut-être dans 10 à 15, peut-être même 20% des cas, un fondement héréditaire. Et quand il y a un fondement héréditaire, et même lorsque le cancer auquel on était prédisposé est guéri, alors là, la difficulté pour accéder normalement à une aide financière, à un prêt, reste tout à fait considérable. Donc ça, c'est un des prochains combats que nous allons mener. Donc, vous encouragez tous les professionnels de santé à regarder cette émission, dès qu'il y a un problème de cet ordre-là, de contacter la Ligue. Absolument. Normalement, nous avons des réponses à tous ces problèmes pratiques. Au niveau et des gens qui sont 24 heures sur 24 au téléphone pour répondre. Au niveau national. Oui. On parle de perte de chance dans ce pays, on l'a évoqué dans d'autres émissions. Vous trouvez ça exagéré? C'est une réalité du terrain. On en est où aujourd'hui pour les patients et les professionnels de santé qui nous écoutent? Y a-t-il réellement une perte de chance? Et on commence les conclusions. Oui, il y a des pertes de chance de gens qui ont un très mauvais niveau d'éducation à la santé. Il y a des pertes de chance, mais on comprend bien, une personne qui fait partie du quart monde, qui est dans la rue, son problème à elle, c'est pas tellement une chance, c'est pas tellement de ne pas avoir de cancer, c'est de vivre jusqu'au lendemain. Et donc, tout ce que vous pouvez lui proposer pour éviter d'avoir un cancer 3, 4 ans, 5 ans après, c'est nul et non avenu. Elle va vous dire, écoutez, moi, mon problème, c'est d'arriver à supporter la vie que j'ai jusqu'à après-demain. Et donc là, on voit très bien. Et d'une certaine manière, cela retentit, ce que je dis, à tous les cas d'exclusion, à tous les cas de grandes difficultés socio-économiques. Vous y rajoutez l'éloignement territorial, l'éloignement géographique. Vous y rajoutez la distance culturelle avec toutes les personnes étrangères qui viennent en France. Et vous voyez effectivement l'éventail de ce que sont les domaines de perte de chance. Avant de conclure, Céline, je pense que vous avez une question qui vous brûle les lèvres, sachant qu'Axel n'est pas un homme d'argent, que la Ligue a des besoins de moyens financiers conséquents. C'est donc maintenant votre boulot de faire rentrer de l'argent? C'est mon boulot de faire rentrer de l'argent pour les malades. Et c'est la générosité. Nous voulons aider les malades, mais si nous, on est généreux, la manière dont on peut faire avancer les droits des malades, faire avancer leur prise en charge, faire avancer leur traitement, c'est effectivement d'utiliser de manière optimale la générosité du public. Allez, je vous demandais de conclure en 1 minute chacun, et on va commencer par galanterie avec vous, Céline. Donc simplement de dire qu'effectivement, dans cette maladie qui nous préoccupe tous, le cancer, chaque professionnel de santé a sa place et sa valeur, qu'il s'agit bien sûr d'accompagner la personne malade, mais aussi son entourage, le tout dans les meilleures dispositions possibles avec tous les professionnels disponibles. Il y a tant à faire pour aider les personnes atteintes de cancer, tant à faire que c'est un travail des fois ingrat, difficile. Mais ce travail est tellement évident. Il est tellement nécessaire. Je le dis à toutes les personnes qui pourraient vouloir, outre leur générosité, devenir bénévoles, s'engager. La Ligue, au départ, c'est bénévole. Ça permet d'être heureux aussi. Venez avec nous, soyez bénévoles à la Ligue. C'est aussi une recette pour le bonheur. Merci à vous deux, vous avez été brillants, je n'en doutais pas une seconde, mais enfin c'est toujours bien de vous remercier. Un dernier mot, Nicolas ?
Écoutez, ça fait 1 an qu'on fait ces jeudis des professions de santé. On est la dernière émission de décembre. J'espère que c'est un rendez-vous incontournable pour vous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire en sorte que les professionnels de santé coopèrent, se parlent, et tout ça pour le bien-être des malades, de leur entourage, aujourd'hui et encore plus demain. Et une question qui obsède beaucoup Axel. On vous retrouve l'année prochaine à nos côtés ? Avec un grand plaisir. Vous voyez, Axel, on a l'occasion de se revoir. Merci à vous deux. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette dernière émission de l'année. Si vous voulez revoir nos émissions, il y a la chaîne YouTube, Fréquence Médicale, qui est un gros succès. Plus de 20 000 abonnés, ce qui est quand même incroyable. En attendant notre prochain rendez-vous, portez-vous bien.